L'euro et son sauvetage sont-ils devenus un obstacle au retour de la croissance? Et même pire, l'euro n'est-il pas devenu un obstacle à la construction européenne? De fait, à se focaliser sur le colmatage de la monnaie unique, l'Europe des projets économiques et l'avancée vers une union politique sont en panne. C'est le constat pessimiste défendu pourtant par un pro-européen convaincu, François Hesbourg, qui vient de publier La fin du rêve européen. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de géostratégie, vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes aussi président de l'International Institute for Strategic Studies qui est basé à Londres, mais comme je le disais, vous êtes un pro-européen convaincu, même un pro-fédéraliste. Vous avez voté oui au traité de Maastricht, vous avez voté oui au traité constitutionnel de 2005, et pourtant, vous dites dans votre livre, le rêve européen a fait place au cauchemar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le projet européen se réduit dorénavant à un seul sujet, c'est comment sauver l'euro. Alors, vous me direz que nécessité faisant loi, c'est là peut-être acceptable, mais à condition, bien entendu, que la politique de sauvetage ne dure pas des temps infinis et surtout qu'elle soit efficace. Or, en l'occurrence, ce que nous voyons, c'est une décennie perdue. Certains parlent d'une génération perdue. Des pays de la zone euro, certains se trouvent dans la récession ou la dépression la plus longue et la plus profonde de l'histoire de l'économie moderne. Oui, mais l'euro est sauvé. François Hollande le disait lui-même il y a presque un an. Et vous, dans votre chapitre introductif, vous parlez de rémission. Ah, je parle de rémission. Monsieur Draghi a brandi en 2012 l'équivalent financier de la bombe atomique. La dissuasion a fonctionné. Il a menacé tout un chacun des outright monetary transactions. Ça a marché. On a une rémission de probablement quelques années. Mais en attendant, le substrat institutionnel et économique pour faire fonctionner une monnaie unique dans un ensemble de type fédéral, c'est-à-dire multinational, comme l'Inde, comme le Brésil, comme les États-Unis, comme la Suisse. Ce substrat-là, il n'existe toujours pas. Et pendant la période de rémission, nous voyons les déséquilibres continuer à s'aggraver. Déséquilibre, bien sûr, des balances des comptes courants, avec l'Allemagne qui est dorénavant à 7%. Bien davantage que la Chine. C'est un problème et pour la zone euro et pour l'économie mondiale. L'Allemagne, le pays le plus mercantiliste du monde. Alors là, on est dans le mercantilisme. Et encore, bon, si ce mercantilisme s'exerçait au détriment des émergents, bon, ce serait triste pour les émergents, mais on s'en accommoderait en Europe. Mais en l'occurrence, ce mercantilisme exerce ses effets, surtout de façon négative, vis-à-vis des partenaires. Divergence des taux de chômage, divergence des taux de croissance. Regardez les prévisions de la Commission pour 2014, l'Allemagne, les autres. Votre constat, c'est que l'état de l'Union européenne, c'est plutôt l'état de la désunion européenne. On est dans une période de divergence profonde, de divergence croissante. Et ce que je crains, et c'est ça qui a motivé ce livre, c'est que l'on perde de vue ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Ce que nous devons absolument faire, c'est sauver l'Union européenne. C'est ça qui doit déterminer notre politique. Or, nous n'avons qu'une seule politique, c'est de sauver l'euro. Je prends un exemple pratique. 2011, décembre, Conseil européen. Et les pays de la zone euro, suivis de quelques autres, décident de faire le pacte de stabilité. Pour les Britanniques, c'était un pas trop loin. Les Britanniques refusent d'entrer dans le pacte. Quelques mois plus tard, M. Cameron fait un discours où il dit « Je veux rester dans l'Union, mais je constate que mes concitoyens ne sont peut-être pas du même avis. Je fais un référendum en 2017 sur l'appartenance ou non à l'Union. » La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne serait quelque chose de politiquement, de stratégiquement beaucoup plus grave que la sortie, mettons, de la Grèce de l'euro. C'est d'une toute autre envergure.
Or, c'est ça que nous sommes en train d'oublier l'Union européenne dans cette affaire. Alors, autre problème, je vais rebondir sur le cas du Royaume-Uni, parce que autre problème que vous posez dans le livre, qui est non plus économique, mais géostratégique, et je m'adresse à l'expert en géostratégie, c'est l'affaiblissement de l'Europe au plan géostratégique et militaire. Évidemment, quand vous êtes en décroissance, et nous n'avons pas encore retrouvé le niveau de PIB que nous avions collectivement à la veille de la crise, on n'y est pas encore. Et comme par ailleurs nous sommes sommés de réduire massivement nos déficits en plein cycle de stagnation et de récession, les budgets de la défense, comme les budgets de la diplomatie et de la coopération internationale, en prennent plein la figure. Et le résultat, c'est que les outils d'influence et de puissance vers l'extérieur, qu'il s'agisse de notre étranger proche ou de nos relations avec les émergents plus lointains, oui, effectivement, ça ne se passe pas bien du tout. Et des pays comme la France ou le Royaume-Uni ont beaucoup de mal à tenir. Mais il y a aussi la désunion européenne. Il y a eu le cas du Royaume-Uni dans la situation face à la Syrie. Il y a eu le cas du comportement de l'Allemagne par rapport au Mali. Mais bien sûr. Vous avez une Union qui avait déjà des problèmes substantiels d'élaboration d'une politique étrangère et de sécurité commune. Et aujourd'hui, nous avons une Union qui n'arrive à s'intéresser sérieusement qu'à un seul sujet, c'est la tentative de sauvetage de l'euro. Ce n'est pas dans ces conditions-là que vous pouvez, par exemple, avoir un dialogue un petit peu franc avec nos amis allemands sur la tentative d'harmonisation des cultures stratégiques et des postures stratégiques dans le monde. Vous n'allez pas dire à votre créancier chers amis, vous avez été très très mauvais en Libye, au Mali et dans l'affaire syrienne. Chers créanciers allemands, nous pensons le plus grand mal de vous. Bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Alors on va rester dans le domaine militaire, mais cette fois-ci sur le plan métaphorique. Vous utilisez des mots à connotation très forte dans votre livre. Vous parlez du sauvetage de l'euro comme d'un Verdun européen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut évoquer un affrontement franco-allemand comme l'a fait il y a quelques mois le président de l'Assemblée nationale? J'allais dire, il faut lire les chapitres. Ce que je retiens de l'analogie avec Verdun, c'est l'aspect bestial de la politique que nous conduisons. Verdun, vu du côté des attaquants, qui étaient en l'occurrence les Allemands, c'était « on va saigner plus de Français que les Français ne pourront saigner d'Allemands ». C'était le contraire de la finesse stratégique, le contraire de l'art de la manœuvre guerrière. C'était ce qu'on appelle parfois la guerre d'attrition. Or, c'est ça que nous faisons en ce moment pour sauver l'euro. Nous conduisons une guerre d'attrition collective, où les morts ne sont fort heureusement pas physiques, du moins pas la plupart d'entre eux, mais nous affaiblissons tous ensemble. Nous affaiblissons tous ensemble, mais avec évidemment une grosse différence par rapport à Verdun, et qui rend l'affaire plus insupportable qu'elle ne le serait autrement, c'est que vous avez la grande masse des pays qui vont dans une direction, qui est vers le bas, et un pays et un tout petit groupe de pays faisant partie traditionnellement de sa chaîne de valeur, comme l'Autriche, qui, donc avec l'Allemagne, se trouve dans une situation qui est nettement meilleure. Vous avez le chômage dans la zone euro qui a diminué en Allemagne, Autriche, et qui a augmenté à peu près partout ailleurs. Alors, vous pensez que les forces centrifuges sont désormais en œuvre au sein de l'Union européenne? Vous parlez de l'Union en péril. Alors, première force, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Brexit ou le Brexit, c'est-à-dire la sortie éventuelle à terme du Royaume-Uni, non pas de la zone euro puisqu'elle n'y est pas, mais de l'Union européenne. Absolument. La question, ce n'est pas moi qui la mets à l'ordre du jour, c'est M. Cameron qui l'a mise à l'ordre du jour. Jusque-là, le Royaume-Uni se manifestait par une bonne dose d'euroscepticisme, une vision, j'allais dire, un peu instrumentale de l'Union européenne. Dorénavant, nous avons affaire à un partenaire qui risque fort, dans les 3 ou 4 années qui viennent, de sortir de l'Union. Moi, je mets la probabilité de la sortie à quelque part entre 30 et 50%, ce qui est évidemment un
pourcentage quand même très élevé. Ce n'est pas inévitable, mais c'est tout à fait dans l'ordre des choses, Mais possibles. vous pensez aussi que ces forces centrifuges existent, on parlera de la France un peu plus tard, dans le sud de l'Europe, en Italie et en Espagne? Alors, il faut faire très attention à une chose. L'Espagne, la Grèce et le Portugal ne prendront jamais l'initiative, j'ajouterai l'Irlande à cette liste de pays, ces pays-là ne voudront jamais quitter l'euro, non pas parce que c'est intelligent économiquement, je pense que la Grèce aurait été dans un état infiniment meilleur si elle avait pris des vacances par rapport à l'euro en 2010, et avec un plan FMI traditionnel, avec la trithérapie, ajustement structurel, haircut massif des créances et dévaluation pour donner de l'oxygène au système. C'est ce qui marche en Uruguay, au Pérou, en Thaïlande. Ça aurait marché en Grèce plutôt que d'avoir 6 années de récession ininterrompue, de dépression ininterrompue, et avec un PIB qui est à moins 24% aujourd'hui et qui continue de baisser par rapport à l'avant-crise. Et ces pays-là ne quitteront pas la zone euro de leur propre gré parce que pour eux, chronologiquement et historiquement, l'euro et l'Union européenne ne font à peu près qu'un, et leur expérience historique récente, relativement récente, soit de la dictature, dans le cas du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce, ou de la misère noire, dans le cas de l'Irlande, font que ce n'est pas de là que viendra la brisure, sauf possibilité non négligeable en Espagne du fait du séparatisme catalan. Ce débat sur la sortie éventuelle de l'euro, il a lieu dans tous les pays européens, y compris en Allemagne, puisqu'un parti s'est formé en Allemagne, qui est resté sous la barre des 5%. Mais il y a un pays où le débat est pratiquement interdit, sauf aux extrêmes du champ politique, c'est la France. On n'a pas le droit d'en parler. Alors c'est très curieux, parce qu'effectivement en France, il n'y a que des positionnements sur le sujet, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, si vous êtes pour l'Europe, vous êtes forcément pour l'euro, et si vous êtes contre l'euro, vous êtes forcément contre l'Europe. Et dans le premier cas, vous êtes à l'UMP ou au PS, ou à l'UDI, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et à l'inverse, vous êtes soit au Front National, ou à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Ce n'est pas comme ça, fort heureusement, que ça se passe chez la plupart de nos partenaires. Je suis plutôt bien reçu, non pas parce que les gens sont d'accord avec moi, mais tout simplement parce qu'il y a un débat. Il y a un débat en Allemagne, il y a un débat aux Pays-Bas, il y a un débat en Italie. Même là, je rentre d'Irlande. Je disais, l'Irlande ne sortira pas de l'euro de sa propre volition. Mais il y a une discussion, il y a un débat, tout simplement parce que les gens sont quand même conscients des risques qui sont courus par l'Union européenne. Et ce qui ressort des sondages, c'est que les politiques qui sont subies pour sauver l'euro ne se retournent pas contre l'euro en tant que tel, parce que l'instrumentalité qu'est l'euro, le fait de pouvoir d'avoir la même monnaie, de traverser les frontières, c'est pratique. Les gens ne sont pas contre. Les sondages vis-à-vis de l'euro n'ont pas beaucoup bougé en Europe depuis 5 ans, 6 ans. Par contre, les sondages sur l'Union européenne, en moyenne, ont baissé de 20% d'adhésion en 6 ans. Alors, lorsqu'on part de 70 et qu'on se retrouve à 50, ça va encore, comme en Allemagne. Mais lorsque vous passez, mettons, de 55 à 35%, comme c'est le cas aujourd'hui en Italie, vous avez un problème. J'ajoute une chose. Vous avez eu, au cours des 6 dernières années, un miracle politique en Europe. Ce miracle, c'est que les extrémistes n'ont pu prendre le pouvoir nulle part dans la zone euro. Nos électorats ont été d'une patience d'ange. Est-ce que la plus grande menace n'est pas en France? Et vous avez les élections européennes l'année prochaine, partout, et ça va, je le crains, décoiffer. En France, en Italie, au Royaume-Uni. Dans ces 3 pays, les extrêmes vont marquer des points substantiels. Et en France, bien entendu, le pays est dans une espèce de dépression nerveuse collective qui déboussole et qui inquiète nos partenaires.
Je ne sais pas, et j'espère que ça ne se traduira pas par une adhésion aux formules anti-européennes et mortifères du Front National. Hein. Alors, François Hesbourg, vous qui, comme je le disais en introduction, êtes un pro-européen convaincu et même un fédéraliste convaincu, vous prônez aujourd'hui la sortie de l'euro pour sauver l'Europe. Quel rôle doit jouer la France dans cette situation? Alors, d'abord, je prône deux choses. La première, sur laquelle j'espère qu'il n'y aura pas de désaccord, c'est qu'en faisant ce que nous faisons par rapport à l'euro, que nous nous posions toujours d'abord la question comment ceci va-t-il affecter l'Union européenne? C'est la question que nous ne nous sommes pas posée, par exemple, lorsqu'on a élaboré le pacte de stabilité. On ne s'est pas posé la question de l'impact sur l'Union. Alors ça, c'est un changement politique, j'allais dire, ça c'est une révolution copernicienne, qui, encore une fois, je crois, ne devrait pas poser de problème, sauf que ça ne s'est pas fait. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il faut au moins discuter de l'hypothèse de la sortie collective de l'euro. Le débat doit avoir lieu. Le débat doit avoir lieu, tout simplement parce que quand je regarde les alternatives, je crains que celle-là ne soit pas forcément la pire. Ce n'est pas une bonne idée de détricoter l'euro. Je ne suis pas en train de dire c'est une idée formidable, géniale. Hesbourg va restaurer la croissance en proposant ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que lorsque vous avez épuisé toutes les alternatives et qu'il vous en reste deux ou trois particulièrement médiocres, vous choisissez la moins médiocre des deux ou des trois. Et celle-là, pour moi, doit être regardée, elle doit être débattue de façon rationnelle. Alors, le rôle de la France. L'Allemagne seule ne fera pas la sortie de l'euro, pour des raisons historiques. Elle ne voudra pas apparaître pour la énième fois dans l'histoire comme le pays qui perturbe l'ordre européen. Donc ce n'est pas d'Allemagne seule que ça viendra. Ça ne viendra pas non plus des pays de la périphérie que j'ai cités tout à l'heure. Irlande, Grèce, Portugal, Espagne, sauf accident séparatiste en Espagne. Et ça peut venir, le cas échéant, d'Italie, mais alors là, probablement de façon désordonnée, parce que l'Italie est un pays qui pourrait faire de l'Abenomics à la japonaise relativement facilement, compte tenu de la domiciliation de sa dette souveraine, qui est dorénavant essentiellement italienne. La tentation de la sortie de l'euro pourrait se poser de façon isolée en Italie. Mais ce que je suggère, c'est que la France et l'Allemagne regardent ensemble la question du détricotage de l'euro. Parce que si on veut que quelque chose puisse se faire de façon ordonnée en la matière, il n'y a que le couple franco-allemand qui puisse le faire, qui puisse le concevoir et qui puisse l'exécuter. Donc la sortie de l'euro dans l'ordre. Vous publiez aujourd'hui La fin du rêve européen, peut-être dans l'espoir d'un renouveau européen. François Hesbourg, je vous remercie. Merci à vous.